Bien, bonjour à tous et à toutes. On est donc content, mes collègues et moi de la cellule de veille, de vous accueillir sur le deuxième webinaire qu'on organise cette année pour faire un petit peu le retour de nos travaux. Et donc là, en l'occurrence, c'est le retour de l'observation du championnat du monde 19 qui a eu lieu en 2019 en Crète. Donc ce retour, on a la chance de pouvoir le faire avec mes collègues. Fred Crapez, qui était aussi le coach de l'équipe U19 de l'équipe de France, qui a réussi donc à monter sur le podium et à obtenir la médaille de bronze. Belle médaille d'ailleurs. Donc, je travaillerai donc au cours de ce retour avec Fred Carion qui fera ensuite l'analyse et les observations qu'on a pu faire et qui seront étayées par Rudy Nelloc qu'on accueille aussi en notre sein et qui lui nous parlera par rapport aux analyses, qu'il pense de tout ça par rapport au très haut niveau puisqu'il travaille, comme tout le monde doit le savoir, qui est l'adjoint donc à Vincent Collet. On a pu aussi mettre en avant quelques collègues qui ont travaillé, enfin je dois mettre quelques collègues qui ont travaillé avec nous. Donc, je vais parler de Pierre-Olivier Croizat qui gère un peu la technique en fond de cette retransmission, et Greg Morata et David Hermine qui ont travaillé sur les PowerPoint que vous allez avoir la chance de pouvoir voir. Donc, championnat du monde U19, ça veut dire donc les meilleures nations du monde regroupées à un moment donné, et ça veut dire aussi U19. Donc U19, c'est la catégorie un peu phare des joueurs qui vont basculer vers le très haut niveau ou pas. C'est pour ça qu'avec la cellule de veille, on s'était donné comme objectif de les observer en prenant l'exemple du championnat du monde qui a eu lieu en 1999, donc à Lisbonne, où l'Espagne, avec les jeunes en or, Niños del Nord, Oro, tel qu'ils les avaient appelés, ont dominé le basket européen pendant 20 ans et le dernier en titre qui joue encore aujourd'hui, c'est Pau Gasol qui a rejoint donc Barcelone. Et donc il nous paraissait intéressant de ne pas louper des choses qui pourraient apparaître à ce moment. Voilà, sur cette observation, donc on a pu voir les meilleures nations du monde. Il manquait l'Espagne, qui n'était pas là pour l'Europe. Autrement, il y avait la Serbie et la Lituanie en Europe, l'équipe de France, la Chine, l'Australie, les USA et le Canada, et puis deux équipes africaines, donc le Mali et le Sénégal. Donc ça faisait quand même une belle brochette d'équipes avec des joueurs particulièrement intéressants, vous aurez l'occasion de le voir, et des comportements aussi très très intéressants. Voilà, donc je ne vais pas être plus long, je vais laisser la parole donc, à Fred Crapez, le coach de l'équipe, et puis un membre éminent de la cellule de veille, qui va vous parler, lui, des tenants et des aboutissants un petit peu de son résultat, pourquoi ils y sont arrivés et comment ils ont pu faire. Donc Fred, je te laisse la parole. Merci Jean-Marie. Écoutez, bonjour à tous. Donc, comme vous l'a dit Jean-Marie, le championnat du monde, c'est une compétition intéressante et elle est magnifique. Un peu d'histoire avant de commencer. Le premier championnat du monde, il s'est déroulé en 1979. Jusqu'en 2007, il avait lieu tous les 4 ans et depuis 2007, donc tous les 2 ans. Il y a 16 équipes qualifiées. Nous, la France, on a participé uniquement 5 fois sur 14 donc, à ce mondial, en 95, 2007, 2009, 2017 et donc 2019. Et on va avoir la chance d'y participer normalement cette année à nouveau. Donc, comme quoi, on est vraiment en progrès. Le meilleur résultat jusqu'à présent était en 2007 avec la génération 88 et coaché par Richard Billan, notre collègue. Et donc, nous, on a fait aussi bien. Voilà, on a réussi à monter sur le podium pour une médaille de bronze et je peux vous dire qu'on est très content et très fiers de l'avoir fait parce que c'est jamais facile. Alors, avant de parler de notre équipe, il faut que vous sachiez qu'au niveau des équipes de France de jeunes, il y a une coordination à la DTBN sous la direction de Jackie Comer, donc le directeur de la performance, et que pour le secteur masculin, le responsable en est Aimé Toupam, et pour le secteur féminin, c'est Grégory Alain. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un fil conducteur qui nous guide et qui est commun à toutes les équipes, tant au niveau du management, des règles mises en place dans la vie de groupe et de certains contenus technico-tactiques. Que nous, au niveau du secteur masculin, il y a 2 incontournables dans le style de jeu qu'on doit proposer par rapport aux qualités de nos joueurs, surtout les qualités athlétiques. C'est 1, s'appuyer sur une bonne défense et 2, avoir la volonté de relancer vite dès la récupération du ballon. Alors, les clés de notre réussite au niveau de ce mondial. En 1, je mettrai les joueurs parce que quand vous n'avez pas des joueurs qui performent, c'est difficile d'obtenir des résultats. Donc, les joueurs, ils ont été grandioses.
et je les en félicite encore. Après, il faut un staff parce que tout seul, on n'est pas grand-chose et on n'arrive à rien. Et le staff m'a beaucoup épaulé et je les en remercie. Et je reviendrai à la fin de ce PowerPoint que vous voulez présenter. 3, on avait aussi un chef de délégation qui s'est hyper impliqué et qui nous a facilité la tâche. Et 4, au niveau de la DTN, ben, nous avions les moyens de nous préparer. Voilà, c'est-à-dire qu'on a eu des jours de stage, on a eu des matchs amicaux et ça, ce n'est pas négligeable. Alors, les joueurs, si vous permettez, je vais commencer par eux. Donc, nous, on était dans la continuité donc, de l'Euro U18 qu'on avait fait l'année précédente et où, miraculeusement, nous avions aussi obtenu une médaille de bronze contre toute attente, puisque ces joueurs, cette génération 2000, n'étaient pas forcément au départ cotés. Mais c'est des joueurs qui ont un bon esprit, voilà, qui vivent bien ensemble et surtout qui ont un engagement sans faille pour le maillot tricolore. Et l'expression que j'aime bien, ils ne lâchent rien, jamais rien sur le terrain. C'est-à-dire jusqu'au bout, on se bat. Je ferai référence à notre demi-finale, à notre finale pour la 3e place, pardon, à l'Euro U18 contre la Russie, où de -12 à la mi-temps, on a réussi à gagner de 7 le match et à renverser la tendance. Alors, je vais vous les présenter. Dans le secteur extérieur, donc de gauche à droite, par rapport aux photos que vous pouvez voir, donc Joël Ayayi, poste 2, qui avait fait le Pôle France, qui est maintenant à Gonzaga, voilà, et qui était donc en finale NCAA dernièrement. Kenny Baptiste, qui est au Mans, poste 3, qu'on a utilisé nous également en 4, en jeune, voilà. Johan Choupas, poste 2, qui a fait le Pôle France, qui est cette saison à Monaco. Babacar Niasse, qui poste 2-3 et qui est à Chalon-sur-Saône. Et puis Carlton Dimanche, qui est poste 1-2, qui est à Cholet Basket. Ces 5 joueurs étaient complétés par Lucas Bourris, pur poste 1, qui est à Gravelines, actuellement Jeep Elite, et Hugo Robineau, poste 1-2, qui est à Cholet, mais qui est prêté cette année, je crois, à Gris Oberhofen en Pro B. Pour le secteur intérieur, nous avions un joueur confirmé qui avait fait un super Euro, c'est Mathis Dosouyovo, également passé par le Pôle France et qui est maintenant à Blois. Mathis avait fait 18 points et 10 rebonds à l'Euro en moyenne et il avait été vraiment le leader de l'équipe. Et il a aussi le capitanat de l'équipe. C'était lui le capitaine de l'équipe. Donc, au niveau du secteur intérieur, il y avait aussi Yohan Makoundou, donc poste 4-5 de Cholet, Florian Léopold, poste 4-5 également de Cholet, qui joue lui cette année à Saint-Chamond en Pro B. Jacques Eyoum du Mans, poste 4, qui joue cette année à Gris en Pro B. Et Nicolas Eftimov, qui lui était en high school aux États-Unis, poste 4. Alors, je ne reviendrai pas sur le management qu'on avait mis en place au sein du groupe, puisque j'ai eu l'occasion en juin 2020 de faire sur Brest Basketball Coach une intervention là-dessus. Donc, pour ceux qui sont intéressés, je crois que David leur donnera le lien. Il n'y a aucun souci là-dessus. Aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser au projet de jeu qu'on a essayé de mettre en place. Voilà. Rapidement, on s'est surtout, nous, attachés, si vous voulez, à mettre une hiérarchie dans l'équipe. Voilà, et surtout de bien préciser le rôle de chacun aux joueurs. Bon, le staff, évidemment. Bon, ça, il y a eu des retours incessants entre eux et nous pour vraiment bien qu'on soit clair dans ce qu'on attendait d'eux et comment on voulait qu'ils jouent et ce qu'ils apportent à l'équipe. Parce que un joueur qui joue, entre guillemets, ne posera certainement moins de problèmes, mais un joueur qui joue moins, il faut quand même lui expliquer pourquoi. Et ça, c'était important. Après, on avait aussi des joueurs qui arrivaient avec des formes différentes. Certains avaient arrêté déjà depuis plus d'1 mois, d'autres, ils sortaient juste de Trophée du Futur 2 jours auparavant. Donc, on a fait une première semaine où on essaie d'individualiser le travail. On a fait 2 groupes. Et puis, Julien Colombo, le staff médical, le staff technique, on s'y est tous mis pour justement essayer d'amener les joueurs à un état de forme à peu près égal au bout d'une semaine. Voilà, c'est-à-dire que, pour résumer, c'est-à-dire que certains traînaient que d'autres. Alors, on arrive au projet de jeu. Voilà. Donc, nous, on a essayé d'être fidèles, c'est sûr, par rapport, je vous l'ai dit, aux directives qu'on a de la DTN. Voilà. Et par rapport à l'Euro U18,
on devait impérativement garder les aspects du jeu qui avaient donné satisfaction en attaque comme en défense et pointer bien sûr les choses que l'on devait améliorer. Alors, je vais commencer par les choses qui avaient donné satisfaction et qui étaient bien sûr à entretenir et renforcer. Donc, en 1, il y avait le jeu de relance et en 2, c'était la défense. Ces 2 points ont également bien fonctionné pendant le championnat du monde, même évidemment s'il y a des choses à toujours améliorer, mais on va essayer de voir aujourd'hui plutôt l'aspect positif et puis plutôt la bouteille, comme on dit, à moitié pleine. Alors, je vous propose de regarder une petite vidéo sur le jeu de relance qu'on a essayé de mettre en place et les principes qu'on avait. Alors, la vidéo. Voilà. Voilà. Donc, dès le gain du ballon, donc balle gagnée, rebond et même panier encaissé, c'était se projeter vite à 5 vers l'avant sans se poser de questions. Alors, essayer de passer derrière la ligne du dernier défenseur, c'est-à-dire passer derrière lui pour gagner en profondeur. Et plus on était, bien sûr, il fallait aussi exploiter la largeur du terrain. Voilà. Casser les alignements défensifs. Et si le jeu rapide n'avait pas abouti, enchaîner sur le jeu de transition en ayant la volonté de ne pas arrêter le ballon. Vous verrez une illustration un petit peu sur la dernière action de cette vidéo. Alors, on y va. On a des situations de 2 contre 1 très faciles. Voilà, attardez-vous, vous voyez, dès qu'on gagnait le ballon, bon, vraiment, les joueurs aimaient ce jeu-là. C'était courir pour obtenir des paniers faciles. Voilà. Donc, vous voyez là, si j'arrête, on est quand même quasiment plus que sous notre panier. Et déjà, on peut observer Joël Ayayi, le numéro 11, qui déjà voit qu'on va gagner le ballon et déjà anticipe, ce qui lui permet après d'être en situation favorable en 1 contre 0 pour marquer. Voilà, après un rebond, même chose. Il a anticipé et ça fait un panier facile. Donc là, situation pour l'instant de 3-3, 4-3, 4-4, 5-5. Donc là, on essaye un petit peu d'étirer la défense et on trouve une solution avec Jacques et You. Alors, je vous ai parlé de la défense. Donc, une pression défensive très haute. L'idée, donc dans les points qui vont vraiment bien marcher, l'idée en défense, c'était de ne pas donner une montée de balle facile à l'adversaire. À savoir que, vous voyez, dès les remises en jeu, voilà, on était haut en défense. En défense, nous, on disait on attaque, on avance. Donc, je vous laisse regarder les images. Bon, après, c'est des notions de défense sur porteur. Donc, ni trop loin, ni trop près. À savoir, il ne fallait pas se faire passer en dribble, pas prendre des risques inutiles et être actif au niveau des mains, là, comme peut l'être Carlton. Dimanche, on avait la chance d'avoir des garçons donc, qui, là-dessus, s'investissaient vraiment. Il y avait des qualités. Et ils l'ont prouvé contre toutes les nations. Hein. Là, on ne joue quand même pas n'importe qui, c'est la Serbie. Et Hugo Robinho arrive à prendre un ballon. Là, c'est Baba Carnias qui s'y colle, vous voyez. Voilà. Ils sont vraiment donnés à fond. Ce qui nous a permis quand même d'user les adversaires au fur et à mesure, souvent, que le match se déroulait. Alors, en défense, un secteur qui a bien marché aussi, c'est sur les lignes de passe. Donc, petite vidéo. Donc, vous voyez, si on arrête l'image, bon, effectivement, on demandait, voilà, sur les lignes de passe, à être entre son joueur et le ballon, et non plus entre son joueur et le panier. Voilà. Donc, c'est encore, j'ai envie de dire, illustré ici. Voilà. On a des athlètes et il faut les utiliser, il faut utiliser leur énergie. Et même contre des bonnes nations, la pression qu'on met au fur et à mesure du match permet de gagner des ballons. Et là, vous voyez, c'est même le poste 4 qui marche un peu, ça n'a pas été sifflé, mais qui est obligé de monter le ballon. Bon, voilà, je pense que ça illustre bien un petit peu les intentions que nous avions.
Alors, bien sûr, parfois, on a eu des oublis, il ne faut pas rêver, mais on a essayé de faire au mieux à chaque fois. Donc là, sur cette action-là, vous allez voir le joueur, donc il y a le ballon, le joueur serbe, qui va essayer de faire un main à main avec le joueur marqué par Carlton. Et nos intentions sur ce main à main, nous, c'était pousser, passer avec. C'est-à-dire, chaque fois qu'on pouvait contester le main à main, il fallait le faire. Donc là, vous allez voir, c'est illustré. Voilà. Donc sur les pick and roll, on devait ne pas subir et être agressif. Donc, je déroule le film. Donc, l'idée du pick and roll, il y a trois rôles. Il y a le rôle d'abord des deux joueurs, le porteur de balle et le défenseur du grand. Pour le porteur de balle, donc là, le défenseur du numéro 11, c'est envoyer le joueur dans le pic. Il a interdiction de se faire passer et attaquer à l'opposé du pic. Ça, l'opposé du pic, il doit le contrôler. Donc, envoyer l'attaquant dans le pick and roll. Ensuite, pour le grand, c'est sortir sur 2 steps maximum, 2 slides, 2 pas, ok. Si possible, même orienté vers le porteur, parce que l'objectif, c'est de le faire arrêter son dribble ou de le faire reculer. Donc, quand ce travail-là est bien fait, déjà, on a avancé sur le pick and roll. Ensuite, vous voyez dans le cercle ovale qui se passe, il y a 2 joueurs. Le numéro 11, au premier plan, là, qui défend sur le numéro 6, il a comme consigne d'interdire au numéro 6 de recevoir la balle. Donc lui, il peut un petit peu relâcher la pression parce que par rapport aux intentions du porteur qui ne voit pas ce joueur, la passe est difficile. Par contre, Matisse, lui, il doit surveiller le joueur dans le sens du regard du porteur de balle. Et là, pareil, l'objectif, c'est il n'a pas le droit de recevoir le ballon. Et le dernier joueur, enfin, est ce qu'on appelle le safety, qui doit contrôler, lui, la descente du grand. Donc, je vous laisse. J'ai remis la vidéo. Voilà. Vous voyez, même contre des nations, là, c'était la Grèce, on arrive à prendre des ballons. Bon, sur un pic isolé à 45 degrés, quand le joueur donc intérieur plonge, on entre dans la rotation. C'est-à-dire le safety, qui est Nicolas Eftimov, doit venir au contact du joueur le plus près possible, voilà, pour l'empêcher facilement de se retourner. Et Babacar, Nias, à l'opposé, doit déjà être dans la rotation. Le joueur qui défend sur le grand reprend systématiquement son joueur. Lui, il court vers son joueur. On va mieux le voir là, peut-être. Voilà. Donc là, vous voyez, le joueur porteur de balle, intention de donner la balle donc, au joueur qui est en bas, là, près de la ligne de touche. Nicolas Eftimov, lui, qui a un petit peu de retard au départ, il doit intercepter la balle. Hugo Robineau, qui devrait empêcher cette passe-là, a commencé à effectuer la rotation parce que l'intention du porteur, on sait qu'il va jouer là, donc il a anticipé. Et le dernier joueur, le joueur du milieu, donc il défend sur le deuxième attaquant côté ballon, voilà, puisque c'est la seule passe entre guillemets, qu'on pouvait autoriser, mais quand il y a de la pression sur la balle, elle est difficile, monte ici sur le grand quart roulé pour l'empêcher de recevoir facilement le ballon et surtout pour l'empêcher de se retourner, voilà, de se retourner facilement. Et Hugo doit couvrir la passe vers la ligne de fond. Ensuite, Carlton ira faire la rotation là et Johan Choupas prendra le porteur du ballon. Voilà. Et l'intérieur, Matisse, reprend systématiquement son joueur. Là, on réussit à intercepter. Et sur la dernière défense, voilà, je vous laisse regarder. Vous avez compris comment ça fonctionnait. Voilà, une passe, on coupe. Voilà. Ça, vous venez de voir ce qui avait plutôt bien marché, ce qui a plutôt bien marché pendant le mondial. Par rapport à ce qu'on devait améliorer maintenant, suite à l'Euro U18, et qu'on a partagé tout de suite avec les joueurs dès le début de la campagne, en leur faisant des retours vidéo sur l'Euro U18 et lors des entretiens pour qu'ils comprennent mieux ce qu'on voulait d'eux. Il fallait que dans l'exécution, on soit meilleur, mieux exécuté. Alors, ça veut dire quoi? C'est dans la pose des écrans, dans la compréhension des espaces et du jeu sans ballon, autour des pick and roll, des drives et du post-up. Ensuite, il fallait qu'on attaque mieux le pick and roll
notamment sur le switch et le no-pick. On n'avait pas été très bon à l'Euro 18. Le switch, on a souvent vu l'attaque petit-grand et souvent ça se terminait par un tir à 3 points, même pas avec une fois sur 3 ou une fois sur 4 peut-être l'intention de franchir, mais souvent c'était à 3 points. Et là, on reste quand même aléatoire par rapport à de l'adresse. Voilà, donc sur les attaques pick and roll, voilà. Bon, vous pouvez voir qu'on a essentiellement, nous, dû jouer face à du contain protect, hein, c'est la défense de beaucoup d'équipes. On a très peu eu de step out, on a eu un peu de switch. Du ice, on s'était préparé, on n'a pas eu. On n'a pas été embêté là-dessus. Donc surtout de la protect. Et là, dans le QI basket, dans le faire face, nos joueurs y progressent dans la compréhension, à savoir que au niveau des espaces, eh bien, plutôt la remontée de Johan à l'opposé est bonne. Carlton, la lecture est bonne. C'est le joueur seul, il le trouve. Et nos joueurs, ils sont aussi techniquement, ils savent faire des choses, ils sont à droit. Et là, il y a le panier. Donc là, c'est une action que vous allez revoir 2 fois. Voilà, par rapport donc à une défense protect, le petit va s'écarter le plus rapidement possible sur au moins un dribble. Le deuxième, il fixe, vous allez voir, hein, il lève la tête, il regarde ce qui se passe et il attaque l'épaule extérieure du grand. Le grand, il doit rouler et le joueur qui est dans le corner doit remonter. Voilà. Et comme on a des joueurs athlétiques, cette solution de passe est très bonne. Donc là, c'est Joël qui franchit aussi. Donc l'idée sur le protect, hein, pour le grand, c'est de maintenir l'écran le plus longtemps possible, voilà, pour donner l'avantage au petit. Là, vous allez voir une feinte de S, et il va faire un semblant de passer entre avec un in-out main gauche et réattaquer l'épaule extérieure du grand. Et les autres joueurs sont assez larges, placés pour laisser justement le porteur du ballon attaquer le grand, puisqu'on avait la chance dans cette génération d'avoir quand même un jeu d'arrière. Donc, on leur avait dit, attaquer les grands adverses, voilà, pour provoquer des fautes et pour qu'on ait cette agressivité. Donc sur l'action précédente, bon, ben voilà, hein, c'est Joël qui maintient aussi son adversaire dans le dos, voilà, il le met dans le dos, il essaye de repasser devant, step back. Bon, ça c'est du talent, c'est des gestes techniques à apprendre. Donc là, vous allez voir une attaque encore de protect où Carlton attaque l'épaule extérieure du grand. Là, on est sur du switch. Donc, nous, on avait choisi sur le switch. Quand ça switch, on faisait monter le joueur dans le corner opposé en high post pour jouer le high-low. Systématiquement, quand il restait plus de 8 secondes. La deuxième solution, quand vous n'aviez pas cette possibilité de donner high-low ou quand il restait moins de temps, c'était on essayait de servir le grand, retour de passe sur le petit et le petit attaquer le grand avec les autres joueurs qui prenaient de la profondeur et les grands devaient faire des écrans sur les joueurs intérieurs. Donc, il y avait soit des écrans rentrants, soit des écrans sortants. Et le petit, donc en l'occurrence Joël, devait attaquer son joueur. Vous avez compris que bon, l'idée en attaque, c'était qu'aucune défense ne devait nous gêner. On devait être capable de faire face aux problèmes posés par l'adversaire. Nous, on voulait que les joueurs jouent ensemble, donc partage du ballon, mais en les utilisant au mieux dans leur zone de compétence. Voilà. Ça a été notre leitmotiv. Pourquoi j'ai mis attaque de zone? Parce qu'au mondial précédent, Hervé Coudray, qui était l'entraîneur de notre équipe, nous avait fait un retour comme quoi il y a eu beaucoup de défense de zone presse, et qu'il y avait vraiment de la tactique et il fallait qu'on soit prêt à faire face à ça. Bon, là aussi, on va voir les choses plutôt positives, puisqu'on n'a pas été embêté là-dessus, on a réussi à trouver des solutions. Donc, il y a très peu d'équipes qui nous ont fait la zone. Voilà, donc on avait des principes, déformés, enfin, après avoir identifié la zone, déformée, donc avec un poste bas, un poste haut. Et comme règle, déjà une première règle, c'est qu'avant de tirer extérieur, il fallait que le ballon rentre soit en poste haut, soit en poste bas. Voilà, après, on avait mis en place des petits plays, des petites entrées, ce que j'appelle, voilà, pour déformer un petit peu la zone et puis pour trouver peut-être des solutions faciles comme là. Ou encore ici, où pareil, on utilise aussi les qualités de nos joueurs. En plus, je peux vous dire, quand vous travaillez ça à l'entraînement, ils adorent ça, les gars. Voilà. Voilà, donc on n'a pas été
Ouais, on n'a pas été embêté là-dessus. Alors, les problèmes que nous avons rencontrés. Euh, on peut dire, si vous voulez, en général, par rapport aux autres nations européennes, les meilleures nations européennes, américaines, enfin, basket outre-Atlantique, les Maliens, que le jeu posté, pour nous, quand même, est à perfectionner. On est en dessous de ces nations-là, aussi bien en attaque qu'en défense. Alors, nous, on a quelques joueurs qui arrivent, mais c'est quand même pas une constante dans notre basket et chez nos joueurs. Donc ça, je pense que c'est un axe vraiment de progression. Et pour les entraîneurs que vous êtes, formateurs, je pense que dès le plus jeune âge, il faut apprendre à passer à tous les postes de jeu et à travailler ce jeu posté qui est quand même important dans la fixation près du cercle. Après, au lancer franc, on n'a pas été trop bon. Vous voyez, à peine 62%. Bon, c'est pas terrible. Et puis à 3 points, à l'Euro, on n'avait pas été si mal, pas loin de 35%, et là, on n'a fait que 28%. Au niveau du repli défensif et du rebond, parce que comme on est athlétique, il fallait impérativement qu'on ne laisse pas de panier facile et puis qu'on soit maître du rebond. On a eu des problèmes pendant les matchs de prépa qu'on a réussi à régler. Et pendant le mondial, ça s'est plutôt bien passé de ce côté-là. Et après, je dirais, c'est le travail de tout entraîneur et puis des joueurs pendant toute leur carrière. C'est qu'on soit bien calé dans le jeu sans ballon, dans la compréhension des espaces, où se placer, que faire par rapport aux actions du porteur de balle, où l'idée quand même c'est de laisser le porteur de balle lui laisser le plus d'espace possible pour qu'il puisse s'exprimer donc sur du jeu de drive, du post-up ou du pick and roll. Fallait que les joueurs soient bien articulés. Donc là, il y a eu des choses par rapport à la vidéo, aux vidéos que vous avez eues qui ont été plutôt positives. Bon, il y en a d'autres, on n'a pas réussi non plus à chaque fois, comme vous pouvez vous imaginer. Voilà. Bon, le staff, rapidement, avec qui ça a été vraiment un bonheur pendant ces 5 semaines de campagne de travailler. Donc, de gauche à droite, sur la photo, vous avez Romain Chenot, qui était à l'époque à Chalon-sur-Saône, qui est maintenant assistant à Limoges. Donc, de Mehdi, qui était lui en Suisse à Neuchâtel et qui a pris Limoges CSP en JP Elite. Ensuite, c'est le kiné Julien Dossier. Romain Zvicki, qui était notre assistant vidéo et qui est maintenant coach en espoir à Orléans. Julien Colombo, le préparateur physique, moi-même. Marc Delforge, le médecin. David Hermine, notre collègue CTS, qui nous a été d'un précieux secours par son observation, puisqu'il était là à ce titre pendant tout le championnat du monde et pendant la préparation. Et puis Milis Pajic, notre chef de délégation. Donc encore un grand merci à eux. Et voilà. Donc Jean-Marie, je suis prêt pour répondre à tes questions. Ce n'est pas les miennes, mais c'est surtout les questions des gens qui nous écoutent, Bien donc sûr. en lien avec ce que tu viens de présenter. Donc, avez-vous défendu toute la compétition individuelle? Ça, c'est la première question relative aux problématiques techniques. Quelle attitude de l'arbitrage sur le PPA avez-vous constaté? Et ensuite, quel type de défense ont été utilisés par les équipes sur les écrans porteurs et avec quel pourcentage? Donc, les pourcentages, je pense que tu ne les as pas, mais au moins, on va essayer d'aiguiller un petit peu tes réponses. D'accord. Bon, je vais commencer par la dernière question par rapport aux écrans porteurs. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est essentiellement la défense protect en contain qui est utilisée à ce niveau-là, avec du switch. Voilà ce que les deux défenses les plus utilisées sur pick and roll, c'était ça. Nous, on est vraiment une défense atypique. Quelques nations, un peu la Lituanie de temps en temps, ou le Canada, mais à dose vraiment homéopathique, on fait un peu de step-up, alors que nous, c'est vraiment notre cœur en défense là-dessus. Mais à 80-90%, c'est du content ou un peu de switch. Voilà. Bon, des switch sur les fins de possession quasiment à chaque fois, bien entendu, mais ouais, c'est ce qu'on a pu observer lors de ce mondial. Nous, en défense, on n'a fait que de l'homme-homme, mis à part le dernier carton contre le Mali, pour essayer un petit peu d'inverser le cours du match. On est passé en zone. Mais au niveau de l'équipe, on se concentre d'abord sur notre jeu, on ne se disperse pas en essayant d'être trop tactique défensivement. On a confiance dans ce qu'on fait sur homme à homme et on met vraiment l'accent là-dessus sur toute la préparation et pendant la compétition.
Par rapport maintenant à la question sur le main à main, comment défendre, on a tout de suite su, nous, au début du mondial, quand l'arbitre français qui nous représentait est venu nous voir, il nous a dit, écoutez, on a comme consigne de laisser jouer. Donc, à partir de là, on pouvait quand même contester un petit peu les déplacements physiquement. Alors, pousser, passer avec, c'est pas pousser en écartant, mais c'est en étant vraiment avec l'avant-bras à la ceinture, enfin, sur la hanche du gars, et puis voilà, qu'il sente qu'on est avec lui et on essaye de passer avec l'autre main. Voilà, il faut être malin. Vous avez vu tout à l'heure Stéphane Choupas, Johan Choupas, qui de temps en temps attaquait le ballon et aussitôt, il monte à l'arbitre, il met les mains derrière le dos. Monsieur l'arbitre, vous voyez, je suis clean, je ne fais rien, etc. Donc, c'est un petit peu un jeu aussi avec les arbitres, mais je trouve qu'on a des joueurs athlétiques et les gamins s'investissent vraiment parfaitement bien et je pense qu'il faut utiliser leur point fort. Ça, c'est un point fort pour nous. Ok, donc pour conclure, arriver à faire déjouer l'adversaire. oui. Pour conclure, donc les collègues qui nous regardent, les coachs, souhaiteraient savoir un peu si les jeunes que tu as eu en main là, sur cette sélection, quel parcours ils ont eu, alors pas individuellement, un peu savoir s'ils ont fait dans les départementales, les régionales, et puis ensuite, est-ce qu'ils ont été sur les équipes de France 16, 17 et 18? Alors, il y en a beaucoup qui ont fait la filière, mais je vais laisser David Hermine répondre. Je peux répondre à la question, hein. Fred, tu m'as laissé la main. Sur notamment la sélection des 12 finales, il y avait donc 75% des joueurs qui étaient passés par les pôles espoirs, en sachant notamment qu'un joueur comme Yohan Makoundou lui est arrivé après la catégorie U15, on va dire, vraiment dans le basket. Et plus de 90% des joueurs étaient passés aussi par les centres de formation de clubs professionnels ou le Pôle France, ainsi que par les sélections nationales de jeunes. Et c'est vrai que, en tout cas moi, en qualité d'observateur, le fait d'avoir vraiment ce sentiment, comme le disait Fred, d'appartenance à une équipe nationale et donc le respect des règles de fonctionnement, aussi d'un projet d'équipe, fait que ça a permis vraiment de pouvoir gagner du temps, notamment sur la mise en place du collectif et puis l'atteinte de ces objectifs-là. Donc c'est vrai que le fait que les joueurs soient passés par cette filière-là de formation et de détection se ressent vraiment dans la performance collective. En tout cas, c'était mon avis que je partage. Très bien, on te remercie. Donc, on va remercier Fred pour son brillant résultat, sa démonstration un peu brillante aussi par l'intermédiaire de son exposé. Et puis donner la parole à Fred Carion qui va nous expliquer aussi quelle analyse on a pu faire avec lui, puisque j'étais avec lui sur ce championnat du monde. On a pu donc l'observer entièrement, et en particulier les quarts de finale. Et donc on a fait une analyse assez complète de tout ça. Et donc on va vous proposer de la partager, et puis on répondra à l'issue de tout ça à d'autres questions. Voilà, je te laisse, Fred, la main. Merci Jean-Marie pour cette introduction. Voilà, le championnat du monde que nous avons observé, nous l'avons découpé en 6 parties. Nous allons vous présenter maintenant. Donc la surprise du championnat du monde, la taille et l'envergure, le jeu près du cercle, le jeu de course, la recherche d'avantages et le jeu aérien. Nous compléterons ces 6 points par la volonté de vous présenter les joueurs incontournables de ce championnat du monde. La surprise du championnat du monde. Le Mali, c'est une nation qui domine le basket africain en filles, mais qui peinait à obtenir des résultats en garçons. Un jeune coach nommé en 2018 pour conduire l'équipe durant le championnat d'Afrique U18 qui se déroulait dans la capitale de Bamako a su créer un groupe solidaire qui n'a fait que progresser pendant toute cette compétition, pour finir par remporter le premier titre du pays en masculin. Un esprit était né. Ce même groupe se retrouvait une année plus tard pour le championnat du monde à Héraclion. L'équipe est composée de joueurs formés localement, mais aussi de joueurs formés à l'étranger. Un système de formation mixte entre les États-Unis et l'Europe. Pour les États-Unis, la formation entre 15 et 16 ans dans les high school et universités, et en Europe, dans les centres de formation en France, à Nancy, et dans un club de première division de National 1, à Chaland, et dans l'académie de Las Palmas pour Oumar Ballo, en Espagne. Leur qualité de vitesse, d'explosivité et de dureté, alliée à un état d'esprit de guerrier, leur ont permis de monter sur le podium et d'inquiéter les USA en finale.
De plus, depuis ce temps-là, ce pays a réussi à obtenir en décembre 2020 son deuxième titre africain consécutif en U18. On peut considérer que maintenant, c'est une nation montante du basket africain. Nous allons donc maintenant vous faire voir quelques images sur cette équipe lors de ce championnat du monde. C'est avant tout une organisation défensive qui a été mise en place par l'entraîneur pour optimiser les qualités des joueurs. Elle s'est majoritairement déclinée en homme à homme avec pour ambition d'empêcher l'accès au cercle. Sa volonté a été de réduire l'espace d'expression individuelle de l'adversaire par un positionnement adapté. L'explosivité et le timing et l'envergure de ces joueurs ont rendu l'accès difficile au cercle, ce qui a permis, après être rentré en possession du ballon, de pouvoir jouer rapidement sur l'inorganisation défensive de l'adversaire. Vous pouvez observer que cette équipe a la volonté de se projeter vers l'avant après avoir gagné le ballon. Cela a été rendu possible par la vitesse d'exécution de son meneur de jeu. Son QI basket en ont fait une arme essentielle de cette équipe. Dans la difficulté sur des défenses organisées de type zone, l'adresse extérieure de ces lignes arrière leur ont permis de trouver des solutions adaptées, malgré des très bonnes défenses. Mais la vraie force offensive de cette équipe, en plus du jeu de relance systématisé, a été son jeu intérieur, où ils ont dominé leur adversaire, aussi bien techniquement qu'en puissance. Deuxième point que nous allons aborder maintenant, c'est la taille et l'envergure. De l'étude menée par Gricot et Hall en 2018, la taille corporelle et l'envergure des bras sont des variables utiles pour la sélection des joueurs. Un seul joueur était de petite taille, 1,69 m, Aboubacar Kassim du Mali, qui a très peu joué. Les autres joueurs, les meneurs de jeu essentiellement, étaient référençant entre 1,76 m et 1,93 m. Donc la taille moyenne du meneur de jeu, comme vous pouvez le voir sur la droite, était de 1,85 m. Pour ce qui est des joueurs de grande taille, les pivots, la taille moyenne de 2,3 m correspondait au minimum à 2,1 m et à 5 joueurs au-dessus de 2,10 m. Au vu des autres compétitions internationales, la taille des extrémités, très grand et très petit, n'a pas évolué, mais celle des joueurs intermédiaires a augmenté. En ce qui concerne l'envergure, la différence entre la taille et l'envergure est d'environ 2 à 3 cm pour l'homme moyen. Pour le basket, un sport de grand, mais surtout un sport de grande mensuration. Alors une très grande envergure permet de fermer plus facilement les espaces. Elle offre une zone de couverture supplémentaire pour voler un ballon ou bloquer un tir. Elle permet avec le ballon un peu plus de marge de manœuvre dans sa conduite et dans les tirs près du cercle. Une envergure supérieure de plus de 10 cm au-dessus de la taille et une réelle plus-value pour les joueurs. Cette évolution est valable pour tous les postes de jeu, comme l'ont démontré Gricot et Hall dans leur étude en 2018. Le troisième point, le jeu près du cercle, une des clés de la réussite. Indifféremment du poste de jeu, le jeu près du cercle se caractérise par un travail dos au cercle, où les qualités de combat, de lutte, associées aux techniques appropriées du tir sous contrainte, sont les incontournables de ce jeu. Donc on va vous présenter maintenant quelques images en rapport avec ce thème. Ce jeu se caractérise vraiment par un travail dos au cercle. Ce jeu est principalement joué par les équipes européennes telles que la Serbie, la Lituanie, mais pas que. C'est une lutte, un combat pour conserver la position préférentielle, près du panier. Il se caractérise aussi souvent par la recherche d'avantages en première intention.
mais aussi par les différents choix techniques utilisés par les joueurs pour pouvoir exploiter cet avantage. Donc, on peut observer les feintes, les attaques en dribble ou sans dribble des joueurs. Il est aussi utilisé, ce jeu, pour favoriser les différences de taille à tous les postes. Donc souvent, c'est favorisé près du cercle par l'avantage de taille qui est donné aux joueurs porteurs de balle. Pour répondre aux organisations défensives des adversaires, ce jeu se concrétise actuellement par le transfert de balles avant de rechercher la position préférentielle. On peut observer que le transfert de balles favorise la prise de position en décalé par rapport au ballon. Voilà, je pense qu'on va passer maintenant la parole à Rudy Nellum pour avoir son éclairage sur les liens avec le très haut niveau de... Bonjour à tous. Pour aller dans le même sens que Fred, il y a une vraie confirmation de cette tendance aujourd'hui, que ce soit sur les compétitions phares que sont l'Euroleague ou les championnats du monde ou Jeux olympiques des A, sur cette tendance qui est le jeu posté, le jeu près du cercle. On garde toujours des options comme le pick and roll ou les sorties d'écran pour pouvoir créer du jeu ou mettre des paniers, mais le jeu posté est devenu une option très forte aujourd'hui sur le demi-terrain. Quels que soient les postes de jeu, que ce soit sur le poste 4, le poste 3, le poste 5, on voit de plus en plus d'équipes ou de nations qui utilisent aujourd'hui au haut niveau cette situation. Alors, des situations pour le joueur qui puisse scorer, mais des situations aussi pour que le joueur puisse mettre en avant ses coéquipiers au niveau de la passe. Donc, c'est très important. On peut prendre comme exemple des équipes comme Valence en Euroleague avec des joueurs comme Dubljevic ou bien comme Kalinic. On peut prendre comme exemple des équipes comme l'Asvel aujourd'hui, comme un joueur comme Mustapha Fall ou David Laïti qui utilisent très, très bien cette situation de jeu posté. Donc, tout ça est devenu une arme en plus pour les coachs et pour les équipes sur demi-terrain, sachant que nous, aujourd'hui, dans notre formation française, ça serait bien d'avoir un axe beaucoup plus important sur la formation des jeunes joueurs, leur donner des outils techniques un peu plus importants pour qu'ils puissent être beaucoup plus performants dans ce poste de jeu près du cercle. Voilà. Pour compléter ce que tu dis, Rudy, moi j'ai constaté donc, en observant le championnat du monde la très grande capacité des joueurs qui utilisaient donc, le jeu posté à garder leurs joueurs défenseurs dans le dos et à le garder pendant un certain temps, 2, 3, 4, 5 secondes des fois. En particulier Pekarski, le joueur serbe Petrusev, et la capacité ensuite à travailler sur tout ce qui est le travail de pivoter pour s'organiser, pour trouver des tirs efficaces. Et ça, c'est vraiment les grandes qualités qu'on a remarquées sur ces joueurs-là. Et là, je parle des joueurs intérieurs. Mais effectivement, sur les autres joueurs, il y a aussi ce style de qualité qui est retrouvé avec un peu plus peut-être de dynamisme. Voilà. Parfait. Donc, nous allons continuer. On va passer au quatrième point, le jeu de course. Alors, le jeu de course systématisé après panier encaissé. Donc, c'est un jeu qui est souvent exprimé par les nations nord-américaines, voire le Mali. Et il s'exprime par la capacité à transiter, voire à anticiper les actions. Alors, les joueurs, ils jouent ce jeu à très, très grande vitesse en faisant très souvent appel à leur choix positif par une prise de décision et une prise d'information. Donc, on va pouvoir voir maintenant quelques images de ce type de jeu. Le jeu de course est vraiment une marque de fabrique des nations du continent américain et par le Mali du fait de leur formation outre-Atlantique. Il s'est exprimé par le fait d'anticiper les actions à venir, d'effectuer des longues passes, de s'exprimer à grande vitesse et de réaliser le bon choix. Bon, ces actions ont vraiment pour but de pouvoir répondre rapidement au panier encaissé. Donc souvent, ça touche la psychologie de l'équipe, de devoir être obligé de replier très très vite pour éviter de subir les foudres d'un panier rapide.
Donc les maîtres de cet exercice sont bien sûr les Américains qui allient vitesse, précision et surtout prise d'initiative. On va poser la question à Rudy Nellum pour savoir si ce jeu correspond aux critères du jeu international. Avant de passer au jeu aérien, moi j'aurais redonné une précision simplement que j'ai lue il n'y a pas très longtemps en observant un colloque à faire Arsène Wenger en 2019. Je n'aurais pas l'affront de dire qui est Arsène Wenger, donc le coach d'Arsenal en foot. Et il parlait de la capacité à décider en football et des études qu'il a lui pu mener sur cette composante-là. Et simplement, hein, je laisserai la parole à Rudy derrière, il disait le joueur de foot expert à très très haut niveau, était en capacité de scanner le terrain au moment où il recevait la balle et au moment où il utilisait la balle une dizaine de fois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et donc ça, c'est une étude qui a été faite en examinant les yeux du joueur, des joueurs. Voilà. Donc, ce qui veut dire que, il parlait de ça, il disait à un moment donné, c'est quelque chose qu'il faut qu'on enseigne à nos jeunes, qu'on donne l'habitude à nos jeunes de travailler. Donc, voilà, ça c'était simplement apporter une petite notion veille, et je laisse Rudy parler de tout ça. Oui, moi je voulais juste revenir un peu sur cette notion de relance que Fred a parlé tout à l'heure. Ce qui s'explique un peu par le fait que les équipes sur demi-terrain, les défenses sont devenues de plus en plus denses, de plus en plus importantes. Les stratégies défensives sont très fortes. Donc les équipes en attaque essayent de relancer le jeu pour pouvoir trouver des paniers faciles, provoquer des fautes ou emmener la balle le plus rapidement possible pour mettre la pression sur la défense adverse. Donc c'est vraiment quelque chose qui se fait de plus en plus, et que ça soit sur panier marqué, que ça soit sur rebond ou interception. Cette volonté est très forte aujourd'hui dans le basket, on le voit en Euroleague, on le voit sur les équipes de National A, parce que les défenses sont très denses, très fortes, et qu'il est préférable de pouvoir marquer le plus rapidement possible, et ces shoots-là, on ne pourra plus les avoir. Donc, ça donne beaucoup de force à ce jeu de relance, quoi. Ça concrétise un peu ce que vient de dire Fred sur le jeu de relance qui a été vu sur ce championnat du monde de jeunes, quoi. Voilà. Okay. Merci Rudy pour cette analyse du très haut niveau. Et nous allons passer maintenant au cinquième point, la recherche d'avantages sur demi-terrain. La recherche d'avantages, surtout créée autour du pick and roll. Nous avons pu observer que, comme disait Fred tout à l'heure, le pick and roll est souvent réalisé et les paniers sont marqués après que le porteur de balle, par le porteur de balle. Pardon. Et 52% des actions sont dues à cet effet. 29 sont pour le troisième joueur et 19 sont uniquement pour celui qui roule le panier. Bon, lors de ce pick and roll, l'agressivité balle en main a été l'action la plus rentable. Donc. Et nous nous sommes interrogés sur les compétences que devait maîtriser le porteur de balle. Nous nous sommes aperçus que les choix défensifs étaient l'élément primordial qui prenait en compte le porteur de balle pour proposer une réponse appropriée. Nous avons donc conclu que c'était une des notions du QI basket. Nous allons donc vous montrer des images qui correspondent à cette thématique. Donc après le pick and roll, le joueur va poser un temps d'arrêt pour pouvoir observer comment est située la défense. Et il va faire un choix, avec bien sûr qu'une technique appropriée à ses compétences au niveau du basket. Changement d'appui, changement de rythme, c'est vraiment les caractéristiques que l'on peut observer pour cette attaque du cercle. Les choix techniques réalisés, cross ou dribble sur ou transfert cross d'une main ou deux mains, sont vraiment liés à la compétence du joueur, de la technique qu'il peut maîtriser. Par contre, on s'aperçoit que toujours ce temps d'arrêt est important pour pouvoir prendre sa bonne décision. Donc arrêt, accélération et passage des bras pour certains joueurs dont la technique est vraiment très, très aboutie. Autre point, qui est le dernier, c'est le jeu aérien.
C'est un jeu que l'on a observé dans 3 domaines, 3 axes, dans l'agressivité du porteur de balle avec le ballon pour pouvoir vraiment agresser le cercle, dans une agressivité, surtout une recherche d'espace avec la passe dans l'espace aérien. Et le troisième, c'est vraiment le fait de se démarquer au niveau du pick and roll pour pouvoir, sans dribble, aller avoir un tir facile près du cercle. Donc voilà, on va voir un petit peu les 3 axes que nous avons observés lors de ce championnat du monde par des vidéos adaptées. Voilà, l'agressivité du porteur de balle a été vraiment importante. Alors, c'est une agressivité avec le ballon qui a été facilitée parce que les joueurs ont vraiment des qualités athlétiques et une envergure importante. La deuxième notion qui nous a paru importante, c'est aussi le timing dans la passe. Alors, ce n'est pas réservé uniquement aux joueurs avec des grandes qualités athlétiques, mais attraper le ballon, s'orienter, avoir des notions de timing dans la passe sont vraiment des notions qui apparaissent de plus en plus aujourd'hui. Bien sûr, les athlètes sont très friands de ce type d'action qui, en plus d'être spectaculaire, permet d'avoir un avantage aérien sur le ballon, sur le panier, pardon. Par contre, ce n'est pas réservé aux joueurs uniquement de grande taille. Là, on peut observer exactement la même chose sur le pick and roll. Donc, le pick and roll permet de se démarquer sans pour autant laisser retomber le ballon au sol et surtout ne pas avoir les appuis au sol. Donc, ça donne un avantage lors de paniers près du cercle. Voilà les 3 actions les 3 thèmes que l'on voulait vous faire voir sur cette notion de jeu aérien. Nous allons passer maintenant avec, je pense qu'on aura le temps, sur les joueurs qui nous ont paru vraiment être des joueurs dominants de ce championnat du monde. Donc, il y a 3 joueurs, nous avons choisi 3 joueurs. Donc, le premier, c'est un joueur malien, Oumar Ballo. Alors, c'est un joueur qui est vraiment très physique. C'est la force et le physique près du cercle. C'est vraiment un joueur qui est identifié né en 2002 pour un championnat du monde 2000. Donc ça, c'est une information à vérifier. C'est un joueur qui est aussi très doué sur le timing de saut. Un véritable intimidateur dans la raquette. Il a permis d'être un élément très important de la dissuasion de tir dans la raquette. Mais il n'est pas qu'un joueur physique, il est capable aussi d'avoir de la finesse dans ses mouvements, dans l'attraper et surtout dans les gestes techniques d'agressivité vers le cercle. Vraiment une panoplie de mouvements techniques qui lui permet d'être un élément important. Donc, ce joueur était en Espagne et il est maintenant aux États-Unis dans une université américaine que l'on va voir quelques images. Donc c'est exactement le joueur première année qui ne joue pas beaucoup dans l'université américaine mais qui a toujours exactement les mêmes qualités près du cercle que l'on peut vérifier actuellement. Le deuxième joueur que l'on voulait vous présenter, c'est un joueur français, Joël Ayayi, qui est un des joueurs qui a le plus marqué cette compétition, dans le 5 All-Star du tournoi. Un joueur qu'on pourrait considérer comme finisseur, marqueur de points, avec une adresse très intéressante. C'est un joueur qui est capable de prendre ses responsabilités lors des moments chauds, mais aussi de faire des actions d'éclat grâce à sa fluidité dans ses mouvements et son tir particulier en flotteur.
C'est un joueur qui s'est fait remarquer aussi par son sens du collectif, en jouant pour ses coéquipiers dans le jeu de pick and roll surtout, mais aussi par son envergure, sa grande envergure qui lui permettait d'avoir un rôle important en défense. Bon, bien sûr, toute la panoplie de l'attaquant a été maîtrisée par ce joueur. Joueur de l'université de Gonzaga qui a participé au final NCAA la semaine dernière. Donc c'est vraiment un joueur qui a une grosse rotation pour cette université, avec une moyenne de points de 15 points par match, qui a démontré toute sa compétitivité et qui lui a permis de pouvoir se présenter à la draft pour cette saison. Le troisième joueur, Terence Haliburton, c'est vraiment un joueur longiligne avec des grands segments qui est capable de pénétrer, de jouer le 1 contre 1, mais qui est référencé comme étant l'un des plus grands passeurs actuels du basket américain, où on peut voir que sa valeur première, ce qu'il aime faire, c'est vraiment faire briller les coéquipiers par la passe et faire un petit peu le show. Donc vraiment un joueur qui a des grandes qualités de passeur. Bien sûr, son envergure lui permet d'être aussi important au moment de toucher les ballons sur les pénétrations des adversaires, mais aussi d'être un intercepteur, un pénitent. Drafté l'année dernière par la NBA, il pose ses marques dans ce championnat par des scores qui sont relativement élevés. Bon, c'est un joueur qui est vraiment maintenant référencé pour le jeu du pick and roll et pour ses actions sur les passes lors des fixations sur ce type de jeu. Voilà ce que l'on pouvait vous présenter sur la deuxième partie de cette observation du championnat du monde. Merci de m'avoir écouté. Bien, on te remercie, donc, Fred, de nous avoir présenté un peu nos observations, les analyses qu'on a pu en faire. Et donc, on a quelques questions qui nous sont parvenues de nos auditeurs. Et donc, je vais vous les poser. C'est à tous, en fonction de vos compétences, d'y répondre. Donc, comment faire comprendre aux joueurs que le jeu rapide est terminé et fini? Bon, avant de laisser la parole à mes collègues, moi, je dirais, en termes de philosophie, jamais. Je dirais que, comme l'a dit Rudy, le jeu rapide, c'est une des clés maintenant du jeu moderne. Et comme on a pu le voir en Espagne, la continuité du jeu rapide, c'est de faire en sorte que ça ne s'arrête pas. Donc le plus tard possible. Voilà. Donc je laisse la parole aux autres, à Rudy, Fred Crapes peut-être. Vas-y, Fred. C'est à moi, Rudy? Ouais. Après, c'est une philosophie de jeu. Nous, en jeune, sur ces compétitions-là, la philosophie, elle est de se projeter vers l'avant pour beaucoup d'équipes, pour ne pas dire toutes les équipes. Donc, il y a quasiment une possession sur deux qui est jouée là-dessus. Alors après, comment faire comprendre quand ça s'arrête? Il y avait Francis Jordan, moi je suis un ancien, qui à l'époque avait défini ça en moins de 7 secondes. Puis après, il y avait la seconde phase qu'on appelait la transition, etc. Je dirais qu'aujourd'hui, voilà, la situation gagne-balle, rebond, ça peut vous donner des situations de surnombre. Il faut les exploiter. Après, les situations d'égalité numérique, l'idée, comme on l'a dit tout à l'heure, comme j'ai dit tout à l'heure par rapport nous aux équipes de France, l'idée, c'est de ne pas arrêter le ballon, justement pour essayer de conserver cet avantage qu'on peut avoir afin d'éviter un replacement de la défense.
et on enchaîne entre guillemets sur un jeu de principe ou de transition, appelez ça comme vous voulez. Mais ouais, le jeu placé, il y en a, mais de moins en moins, j'ai envie de dire, notamment dans les compétitions de jeunes. Une équipe comme Porto Rico, il y a très peu de jeux placés, par exemple. Les Américains aussi, sur ce qu'on a pu observer. Très bien. Oui. Non, non, rien. C'est bien ce qu'a dit Fred. Parfait. La question suivante, donc, elle est de savoir quelle priorité à travailler, la défense ou l'attaque. Alors là, de nouveau, moi, par rapport à mon expérience et puis ma philosophie et puis ce qu'on a pu voir, simplement en Espagne, quand on est allé l'année dernière, ils nous disaient, nous, travailler en défense, on le fait de manière très spécifique, 1, 2, 3 semaines par an sur une période groupée, et puis après, on arrête, quoi. Après, c'est l'attaque qui a la priorité, mais pas que. Et là, je vous laisse la parole. Je pense que c'est intéressant de travailler plus l'attaque, puisque je pense que ce qui est intéressant à expliquer aux joueurs, c'est cette notion de faire face aux différentes défenses que l'on peut avoir sur une compétition, sur un match. Sur un même match, certaines fois, on a 2, 3 situations défensives qui sont différentes sur les pick and roll, sur les trappes. Donc, je pense que c'est apprendre aux jeunes joueurs, à utiliser leurs capacités par rapport à ces défenses-là. Donc, je pense que c'est d'abord, avant tout, travailler l'attaque. Et après, pour travailler l'attaque correctement, guider la défense peut-être un peu pour pouvoir bien apprendre à travailler en attaque. Ok, bon, on te remercie. Donc, l'avant-dernière question, peut-être, c'est pourquoi Ayayi est-il parti en NCAA et n'arrive-t-on pas à garder nos jeunes potentiels donc, dans la France? Donc, je vous laisse répondre et puis je donnerai aussi un éclairage par rapport à ce que je vis actuellement. Bon, Rudy, coach pro. Fred, c'est ton joueur. C'est pas mon joueur, c'est le joueur de l'équipe de France. Bon, alors, tu te mouilles ou pas? Non, non, pas du tout. Non, mais il y a différents parcours pour les jeunes. Pourquoi il est parti? Je pense que Fred, toi, tu as pu le rencontrer plus souvent. Donc, c'est un garçon aussi qui a un différent projet aussi. Donc, je pense que c'est plus simple d'avoir le double projet, passer le bac au niveau universitaire. Vas-y, je te laisse en parler, Fred. Oui, ben, je pense que Joël, après le pôle France, je pense que la famille était très attachée au double projet, études et basket. Je crois qu'à mon avis, c'est ça qui a été une priorité. Après, lui, il avait sans doute envie de vivre cette expérience, voilà, hors de France, et bon, c'est tout à fait son droit. Bon, il faut se rappeler quand même que ces 2 premières années à Gonzaga ont été quand même compliquées et pas simples, hein, puisqu'il a fait redshirt et puis que la seconde année, il jouait quand même très peu. Nous, quand on l'a récupéré à l'Euro U18, c'était un joueur qui n'avait pas joué de l'année quasiment. Il avait fait que s'entraîner. Et que je crois que les campagnes nationales, il a été heureux de les faire parce que ça l'a remis dans le bain. Et je crois qu'avec l'université de Gonzaga, ça a été du gagnant-gagnant. Hein. Le regard sur lui, je pense, par rapport à ce qu'il a fait l'été et à l'Euro U18 et puis dernièrement au Mondial, a fait que maintenant, c'est devenu un joueur majeur de leur équipe et qui peut se présenter à la draft et qui se présente certainement à la draft cette année. Voilà, après, il n'y a pas de parcours, j'ai envie de dire, type. Si ce n'est que chez nous, moi, je comprends tout à fait la position des coachs de Jeep Elite parce que tout le monde peut battre tout le monde, donc les temps de jeu sont à gagner et que faire entrer un jeune joueur, c'est toujours entre guillemets un peu aléatoire. Moi, j'ai envie de dire, c'est aux jeunes joueurs d'aller chercher leur temps de jeu. Et là-dessus, je crois que la Pro B pourrait être vraiment une division de développement pour eux, comme la plupart des joueurs qu'on avait avec nous, enfin, il y en a quelques-uns, peut-être pas la plupart, mais s'exprime de façon, je dirais, plus que correcte en Pro B. Hein. Si je prends Baptiste Dossouyovo à Blois cette année, il fait quand même une bonne saison. Kenny Baptiste, l'an dernier à Quimper, a commencé aussi à s'exprimer. Robino qui joue aujourd'hui à Grise. Il y a Robino qui joue aujourd'hui à Grise. Exactement, voilà. Jacques Ayoum aussi qui est là-bas. Il y a beaucoup de joueurs qui se retrouvent en Pro B aujourd'hui et qui font leur parcours petit à petit. C'est très bien. Ouais. Moi, je vous rejoins. Là. Je pense que la Pro B est en train de devenir une ligue entre guillemets de développement pour les jeunes qui sont pas les très très haut niveau, hein, mais juste en dessous. Hein. Et il y en a pas mal. Et je prends le cas de Robino que j'ai vu jouer contre Vichy, là, que je suis un peu. Il a été complètement performant, je veux dire, avec Gris.
et pour en parler avec vous d'ailleurs, qui s'étoffe un petit peu au niveau des épaules, mais s'il arrive à le faire, il va devenir un mec intéressant dans quelques années pour jouer en GP Elite. Donc c'est vrai que la Pro B, avec deux profils, je dirais, de clubs, hein, des clubs qui misent sur les joueurs, hein, je prends les gars de Paris par exemple, qui misent réellement sur des mecs parce qu'ils ont l'envie de monter une équipe qui va jouer demain en GP Elite, et donc et avec des jeunes qui ont un potentiel. Donc et puis après, des jeunes comme Urbino dans des clubs un peu plus discrets, mais malgré tout, qui, quand ils sont sur le terrain, ils ne sont pas si discrets que ça. Voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Donc on va peut-être terminer. Avant de terminer, j'ai une question qui va nous basculer sur la suite. Donc la suite, c'est la troisième conférence en ligne qu'on va faire avec la cellule de veille. Elle est plutôt consacrée là à avoir un éclairage un petit peu de ce qu'on a découvert un peu en NBA, en particulier sur le scouting, et en essayant de travailler ou d'interviewer Kevin Hansett, qui est un scout français, qui est embauché par les Sixers, donc de Philadelphie. Et il nous a, quand on a travaillé avec lui, avec Fred Carion, il a pu nous expliquer un petit peu la façon dont il travaillait sur la vision des joueurs, et ça nous a paru extrêmement intéressant, en particulier en parlant de compétences sur le terrain et plus de postes de jeu. Et donc, on parle beaucoup d'une évolution vers la polyvalence et l'harmonisation technique sur les postes de jeu. Est-ce que c'est une tendance? Est-ce que ça a été vu au CM? Donc, Fred pourra peut-être s'exprimer, mais c'est vrai que c'est une tendance. Je pense qu'on peut d'ores et déjà dire oui, c'est une vraie tendance. Et on en reparlera plus dans 15 jours avec Kevin. On aura la chance, j'espère, d'avoir Vincent Collet pour soit abonder, soit contredire ce qu'il va dire. Je crois que c'est intéressant. Vincent, coach de l'équipe de France A, avec Rudy. Et donc, on essaiera d'abonder dans ce sens-là. Donc, si les collègues Fred et Rudy, vous souhaitez 2-3 mots, et puis après, on conclura. Oui, sur les compétitions de jeunes, les joueurs, effectivement, sont de plus en plus polyvalents. Hein, ça savent faire beaucoup de choses. Faire du poste 1 au poste 4, quasiment tout le monde sait faire la même chose. Hein. Et voir, il y a des nations, au poste 5, ils shootent aussi à 3 points. Ça joue dans le jeu de posté, bien sûr. Donc, plus le joueur aujourd'hui sait faire de choses, plus il pourra s'exprimer sur le terrain. Par contre, je pense quand même que pour s'exprimer sur une compétition internationale, il faut des points forts. C'est bien d'avoir beaucoup de points, mais il ne faut pas qu'ils soient moyens. Il faut qu'il y ait 1 ou 2 points forts. Ça, c'est mon avis. Quelques spécificités très fortes. Ouais. Mais c'est vrai que la polyvalence est devenue quelque chose de très important aujourd'hui dans le jeu moderne, quoi. Comme dit Fred, on retrouve des postes 5 capables de monter la balle, des postes 1 capables presque de se poster. Enfin, tout le monde peut jouer un pick and roll aujourd'hui du poste 1 au poste 3. Voilà, quoi. C'est vraiment quelque chose qui est à la mode et qui est très tendance aujourd'hui et qui est à développer dans la formation du jeune joueur. Très bien, on vous remercie. Hein. Moi, particulièrement moi, je vous remercie de nous avoir aidés, contribué à pouvoir diffuser un peu ce message. C'est mes différents messages qu'on a pu observer sur la compétition. Moi, je l'ai dit, hein, les deux Fred, Rudy, Greg Morata, David Hermine, Pierre-Olivier Croizat, qui ont organisé cette conférence en ligne. Elle devait être en présentiel l'année dernière sur le clinique des coachs de centre de formation, donc on le fait aujourd'hui. Voilà, et donc je vous donne rendez-vous et puis prenez date. Hein. 24 avril, sur à peu près la même heure, 11h. Donc avec Vincent Collet, Kevin Hansett. Voilà. Là, on va parler de basket, on va parler de data. Je pense qu'il y a des évolutions qui arrivent et bon, il faut être à l'écoute. Voilà, bonne journée à tous et merci d'avoir été là. On a eu une belle affluence et je pense que la direction technique, on est content. Voilà, à bientôt. Merci à tous. Au revoir, merci. À bientôt. Merci, au revoir.